Ah, Rodin. Quel grand artiste. Quel grand peintre, Rodin. Attends. Auguste Rodin, de son vrai nom René-François Auguste Rodin, est né le 12 novembre 1840 à Paris. Il est issu d'un milieu plutôt défavorisé, ses parents ne sont pas non plus pauvres au point de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins, mais ils sont pas non plus très riches. Il est le deuxième d'une famille de 3 enfants, dont 2 sœurs, Maria et Anna. Très vite, il va se révéler pas très doué à l'école, en français il est pas très bon, dans les autres matières non plus, il a des gros problèmes de concentration également. Par contre, il y a quelque chose que ses professeurs et ses parents vont remarquer énormément, c'est que dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel cours, il dessine, il fait que ça, il gratte du papier tout le temps, H24 sans arrêt. Ses parents vont vraiment le soutenir et à 14 ans, c'est-à-dire en 1854, ils vont l'inscrire à l'école spéciale de dessin et de mathématiques à Paris, qui deviendra aujourd'hui les Arts Déco. Pendant 4 ans, il va affiner sa capacité d'observation, il va travailler sa mémoire, il va travailler le nu. C'est un jour, par pure coïncidence, qu'il va pousser la porte d'un cours de poterie. Il va voir les élèves mouler la glaise, donc l'argile, et il va être frappé par ce travail. Il va avoir une révélation. C'est à partir de là qu'il va commencer à aller régulièrement au Louvre, à étudier les sculptures qui s'y trouvent. À côté de ça, il va travailler chez des artisans, notamment quand son père va tomber en dépression, il va essayer de subvenir lui-même aux besoins de sa famille. Malheureusement, un drame va le frapper. Il va perdre sa sœur Maria en 1962 et pour calmer son chagrin, il va rentrer dans les ordres et va commencer réellement à sculpter pendant son temps libre. Il va 2 ans plus tard retourner dans la vie laïque et c'est en 1864 qu'il va rencontrer sa femme et modèle récurrent, Rose Beuret. Il va parallèlement à ça être marqué par son voyage en Italie lorsqu'il va pour la première fois apercevoir les œuvres de Michel-Ange et des autres grands artistes de la Renaissance. Ce qui va surtout le fasciner dans toutes ces sculptures, c'est la qualité émotionnelle du modelé, l'aspect non fini et cette expression tourmentée qui en dégage. Suite à ça, il va créer en 1863 une sculpture qui s'appelle L'Homme au nez cassé, qui ironiquement va finir par se briser et donc devenir fragmentée. Il va présenter l'œuvre au Salon des artistes de 1865, mais elle va être refusée pour 2 raisons. Premièrement parce que le visage représenté ne correspond pas au canon de beauté de l'époque, et seconde raison parce que le Salon des artistes ne peut justement pas accepter une œuvre qui est fragmentée. Suite à ça, il va décider de se former lui-même, de devenir autodidacte, et il va se concentrer sur la figure féminine en représentant plusieurs fois sa femme, mais également des figures de Vénus. On peut citer par exemple Jeune fille au chapeau fleuri de 1865, qui répond justement aux critères esthétiques bourgeois de l'époque. En 1872, Rodin va être amené à décorer les bâtiments publics de Bruxelles, et ça va lui apprendre à travailler la grandeur, le monumental. En 1875, il va commencer à travailler avec des assistants, et c'est là que va naître une œuvre très importante dans l'œuvre de Rodin, l'Âge d'airain. Cette sculpture, qui est une sculpture en bronze d'1,80 m représentant un homme, donc en taille réelle échelle 1, respecte le principe du contrapposto, c'est-à-dire qu'on va pencher les épaules et les hanches selon une diagonale opposée, ce qui va créer de la dynamique dans l'œuvre. Gros scandale, la sculpture va paraître tellement réaliste, tellement bien faite, que les gens vont l'accuser de moulage sur nature, c'est-à-dire qu'on va l'accuser d'avoir moulé directement la sculpture autour du modèle, ce qui va scandaliser complètement le public, ce qui va paradoxalement décoller sa carrière et lui lancer toutes les commandes qui vont suivre. Sa commande la plus connue restera La Porte de l'Enfer, qui va débuter en 1880 et qui ne verra jamais achevé étant donné que Rodin décédera avant. La Porte de l'Enfer, qui est inspirée de La Porte du Paradis de Lorenzo Ghiberti et de la Divine Comédie de Dante, a nécessité plus de 200 figures et groupes pour la composer. Il y a d'ailleurs beaucoup de sculptures qui seront créées pour la porte et qui au final ne seront pas placées dessus et deviendront des œuvres à part entière. Cette œuvre monumentale est marquante dans l'œuvre de Rodin parce qu'elle est en rupture totale avec l'académisme de l'époque. On oublie l'aspect lisse, le bien fini, on laisse place à la trace des outils, à une expressivité. Grâce à ça, on a surtout une nouvelle interprétation du bas-relief. Cependant, à côté de ça, Rodin va quand même, après le scandale, tempérer ce réalisme qu'on lui a beaucoup reproché et il va plutôt se concentrer sur l'étude du mouvement. On pense notamment à l'œuvre Les Trois Faunesses de 1886 qui inclut également la duplication qui est en fait 3 fois la même figure disposée en ronde, ce qui va créer cet effet de mouvement. C'est en 1883 qu'il va se passer quelque chose qui va être décisif dans la carrière de Rodin alors âgé de 43 ans. Il va faire la rencontre de Camille Claudel qui elle est âgée de 19 ans à l'époque. Camille Claudel va devenir son élève et son amante, c'est-à-dire que dès le premier regard, ça va être l'amour fou, ou plutôt l'amour toxique. Dans l'histoire de l'art, on préfère appeler ça une relation passionnée et tourmentée,
Mais en bref, c'est quelque chose qui va marquer Rodin et notamment va faire apparaître la sensualité dans ses sculptures. Les critiques vont de plus en plus le soutenir et on va surtout parler de maturation artistique. On peut citer par exemple la luxure qui a été créée plus ou moins vers 1906-1908. Camille Claudel va également énormément inspirer Rodin, elle va être son modèle de très nombreuses fois. Il y a par exemple Tête de Camille Claudel coiffée d'un bonnet. On peut également citer la pensée émergente de la matière, elle fait appel au visage de Camille Claudel qui est très lisse et qui semble émerger du bloc à peine dégrossi, c'est-à-dire qu'on a cette opposition entre le brut et le lisse. On a un parfait exemple justement du non finito, du non fini, qui est vraiment très très présent dans l'œuvre de Rodin. En 1993, après 15 ans de relation, Rodin et Camille Claudel se séparent. Il se passe beaucoup de choses pour Camille Claudel, mais je pense que je ferai une vidéo réellement dédiée que sur elle. Enfin bref, cette rupture va énormément marquer les deux parties, notamment Rodin qui va continuer à la sculpter de très nombreuses fois, malgré que, il faut le rappeler, il est toujours avec sa femme, qui va d'ailleurs avec lui acheter une villa à Meudon en 1895, et dans cette villa, il va commencer une collection de 6000 fragments de sculptures antiques. C'est une collection monumentale. Pour Rodin, les fragments sont des œuvres à part entière. Il va même se servir de ces fragments pour créer justement de nouvelles œuvres. C'est d'ailleurs là qu'est marquée l'apparition de l'assemblage dans son travail. Et pour faire d'une pierre deux coups, on peut citer Assemblage, masque de Camille Claudel et main gauche de Pierre de Vissant de 1875, qui est justement un portrait de Camille Claudel que Rodin avait effectué plusieurs années auparavant, mais qui devient très allégorique à cause de cette grosse main qui est placée juste à côté de son visage. On va arriver à une période de la vie de Rodin qui est plutôt calme. En 1900, il est bon de savoir qu'il a organisé une exposition personnelle qui est plutôt une rétrospective de 170 sculptures ouverte au public. En 1903, il va recevoir les Légions d'honneur, il va reprendre énormément les commandes. En 1907, il va réaliser une nouvelle sculpture qui s'appelle L'homme qui marche, qui est une sculpture faite à partir d'assemblages. Elle n'a pas de tête, mais la manière dont la sculpture est faite et le modelé au niveau des jambes donne une impression phénoménale de mouvement. Beaucoup vont même qualifier cette sculpture de la représentation du mouvement lui-même. Il y a également une importance fondamentale des mains. On a vu par exemple la main gauche de Pierre de Vissant avec l'assemblage de Camille Claudel. Pour Rodin, les mains sont des œuvres expressives à part entière, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'attributs, elles se suffisent à elles-mêmes, elles parle suffisamment aux gens. Les dernières années de la vie de Rodin vont être plutôt calmes, il va continuer un peu à sculpter, à réaliser quelques commandes, etc. Malheureusement, en 1916, il va être victime d'une attaque et d'une congestion cérébrale, et sentant un petit peu la mort se rapprocher de lui, il va décider de faire don à l'État de nombreuses sculptures, nombreux fragments qu'il collectionnait dans son atelier, dans l'espoir peut-être d'ouvrir un musée justement à son nom. Le 14 février 1917, Rose Beuret meurt d'une pneumonie. Elle est suivie par Rodin le 17 novembre de la même année. Il va être inhumé à ses côtés à Meudon et leur sépulture est surplombée par le penseur. Le souhait de Rodin est exaucé puisque le musée Rodin à Paris ouvre le 4 août 1919 au grand public. Quelques œuvres et points importants de la vie de Rodin que j'ai pas pu placer dans tout mon discours étant donné que j'ai essayé de faire le plus linéaire possible et que j'ai pas voulu faire trop d'apartés. On a en premier lieu le buste de Jean-Baptiste Rodin de 1860 qui est la première sculpture d'Auguste Rodin qui n'exposera jamais de son vivant et qui est une sculpture en hommage à son père. On a également Adam ou la création de l'homme de 1880 où la figure semble désigner l'argile du sol dont il est issu. La Danaïde ou la source qui a été sculptée environ vers 1885. Elle est un autre parfait exemple de la pratique du non finito de Rodin. On a cette représentation du corps féminin nu, très lisse, qui émerge un petit peu du bloc dégrossi avec les cheveux qui se fondent justement dans ce bloc. On peut pas passer à côté du penseur que j'ai cité précédemment, qui de base devait se retrouver sur la porte de l'enfer, elle devait la surplomber, mais qui au final est devenue une œuvre monumentale à part entière alors que c'était pas prévu de base. Ça reste quand même une œuvre marquante, tout le monde connaît cette œuvre Le Penseur par cette position, cette monumentalité. Monument à Balzac de 1897 qui a énormément marqué Rodin lui-même. C'est le fruit de nombreuses années de recherche, d'essais, de travail sur la tête. Et justement, on a ce contraste dans le monument à Balzac de la tête de Balzac qui est plutôt travaillée, qui est très très expressive, et le corps qui a souvent justement été critiqué de bonhomme de neige. Pour fabriquer ce corps, cet effet de manteau, Rodin a pris directement un drap qu'il a trempé dans du plâtre,
ce qui donne justement cet effet tissu qu'on peut voir sur la sculpture. Elle a été très critiquée. Il y a également le fait que c'était un monument qui était censé rendre hommage à Balzac, et beaucoup l'ont critiqué parce qu'ils se sont demandé où étaient les attributs qui pouvaient justement aider à l'identification de Balzac. La plume, le livre, quelque chose de ce genre-là. Rodin indique que justement c'était ce manteau que Balzac enfilait quand il voulait écrire, qui le marquait et qui pour lui représentait au mieux la personnalité de cet homme. On va finir pour les sculptures sur les bourgeois de Calais de 1895. Les bourgeois de Calais est pareil, une sculpture plus grande que nature, dont chaque personnage a été créé individuellement et rassemblé ensuite pour en former un tout. De base, les 6 personnages étaient placés sur un socle, mais aujourd'hui, le socle a été enlevé pour laisser les personnages à même le sol. Cette sculpture a été une commande faite par la ville de Calais justement. Selon une légende, cette légende repose sur la vie de 6 bourgeois qui auraient manqué d'être exécutés pour sauver la ville de Calais. Enfin, ce qu'on va retenir dans l'œuvre de Rodin, c'est surtout son travail sur cet aspect non fini, le non finito, donc cette opposition entre l'aspect brut et l'aspect poli, les assemblages, le travail du mouvement et également un peu de la duplication aussi. On peut pas nier le fait que Rodin a complètement renouvelé la sculpture. Il y a une force dans les œuvres de Rodin qu'on pourrait expliquer par cette expressivité, cette recherche, ce travail, tous les aspects qu'il a pu explorer dans son œuvre avec tous les points que j'ai pu citer précédemment. Il y a encore tellement d'œuvres de Rodin que j'ai pas pu évoquer, tellement de choses qu'il y avait à dire. Malheureusement, je pouvais pas faire une vidéo de 45 minutes, j'ai dû trier au maximum les infos, sinon il aurait fallu faire une analyse œuvre par œuvre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur un nouvel artiste. Bye!